Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. C'est l'essentiel de l'actualité locale en quelques minutes. Voici les titres de ce jeudi 5 novembre. Depuis le retour du confinement, les établissements de l'enseignement supérieur ne peuvent plus accueillir d'étudiants dans leurs locaux. Les cours doivent désormais se dérouler à distance. Rencontre avec un jeune Yvelinois qui suit son cours depuis chez lui et focus sur les adaptations mises en place à l'université Versailles-Saint-Quentin et dans les écoles 3IS et à l'Estaca. En novembre, on arrête de fumer, c'est le défi lancé chaque année par le Mois sans tabac. 4 semaines pour remplir cet objectif avec une aide proposée. L'an passé, 30 000 franciliens s'étaient inscrits à l'opération. Et puis le ski cube de 50 ans en Yvelines installé à Guyancourt recherche ses nouveaux incubés. Les porteurs de projets peuvent se porter candidats pour l'intégrer en 2021. Explication. Mais avant de développer ces titres, ces révélations de nos confrères du Parisien à propos de l'assassinat de Samuel Paty. Dans un article paru aujourd'hui, le journal dévoile le contenu de l'audition des 2 collégiens qui avaient désigné le professeur d'histoire-géographie au terroriste le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine. Leur récit montre qu'ils semblent avoir été dépassés par la situation malgré un mauvais pressentiment. Contre la somme de 300 €, ils avaient accepté de divulguer des informations sur Samuel Paty à l'assaillant qui affirmait vouloir, je cite, « venger Dieu, frapper l'enseignant, l'humilier, le forcer à s'excuser après les caricatures montrées en classe. Et jamais je n'aurais imaginé qu'il le tue, qu'il le décapite », a déclaré l'un des 2 mineurs aux enquêteurs. Aveuglé, dit-il, par l'appât du gain facile. Ces collégiens de 14 et 15 ans en classe de 4e et de 3e sont pour rappel mis en examen pour complicité d'assassinat terroriste. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. L'actualité, c'est bien sûr le confinement. Depuis le déclenchement de cette mesure, voici une semaine, les universités et écoles supérieures ont dû cesser leur activité en présentiel. Étudiants et professeurs tentent malgré tout de maintenir un lien à distance. L'objectif, assurer un maximum le programme de l'année. Le reportage de Mickaël Elmidoro et de Patrick Jacques de Dixmude. Depuis le reconfinement, Loïc est de retour à Voisins-le-Bretonneux. Cet étudiant en 2e année de prépa ingénieur à Caen est revenu chez ses parents. Il suit ses cours à distance depuis le 30 octobre dernier. Mon emploi du temps il est maintenu, en fait, j'ai exactement le même emploi du temps que si j'étais en présentiel. Donc du coup, mes journées vont être un peu pareilles. Quand je vais avoir des heures de trou, je vais travailler mes TD de mon côté. Enfin, c'est vraiment le même type de journée que je pouvais avoir avant. Une organisation que le jeune homme de 19 ans espère provisoire. Il compte reprendre les cours en présentiel dans les prochains mois. Là, tout seul devant son écran, c'est dur de rester concentré, surtout quand des fois, dans la matinée, on a 3h30 de cours en visio. Il faut être juste devant son écran, écouter le prof. Dans le bâtiment de droit de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, les 3000 étudiants ne sont pas présents non plus sur site depuis le confinement. La plupart des enseignants donnent des cours en télétravail. D'autres préfèrent l'atmosphère d'un amphithéâtre même vide. C'est le cas de ce professeur. Il donne un cours à huis clos, une première dans sa carrière débutée en 1976. Ça peut faire un petit peu étrange dans les premières secondes, mais très vite, tout de suite, la mécanique habituelle reprend et je parle à la salle comme si mes étudiants étaient là. Ça ne me change pas grand-chose en réalité et j'espère surtout que pour eux, ça ne change pas trop de choses non plus car ils sont à l'autre bout de la caméra. Aujourd'hui, 350 élèves suivront ce cours de 3 heures à distance. Ça peut être tout à fait nouveau et intéressant comme complément. Est-ce que ça doit remplacer la présence physique ? Je n'en suis pas persuadé et personnellement, je reste attaché au cours corps présent, comme on dirait devant une juridiction, à cause de l'interactivité. Les universités ne rouvriront pas avant minimum 3 semaines. La date du déconfinement est pour l'instant fixée au 1er décembre. Et pour continuer de parler de cette thématique, 2 invités sont avec moi à distance en visio. 2 invités qui représentent 2 écoles basées sur le territoire yvelinois. Il y a Catherine Forveille, bonsoir. Bonsoir. Responsable communication et marketing à l'Estaca. L'Estaca, c'est l'école d'ingénieurs spécialisée dans la filière du transport et dans les nouvelles mobilités. Il y a un campus sur Paris-Saclay qui est basé à Montigny-le-Bretonneux. Il y a également Christelle Munoz avec nous, bonsoir. Bonsoir.
directrice générale de 3IS Paris, l'Institut international de l'image et du son qui est à Elancourt. Votre école forme au métier de l'audiovisuel, du son, du cinéma, du jeu vidéo ou encore du spectacle vivant. Justement, première question pour vous, comment vous êtes-vous adapté à 3IS? On imagine il y a forcément aussi des cours avec des moyens techniques, l'utilisation de matériel, on pense aux caméras. Est-ce que tous les cours se font à distance ou vous avez pu maintenir tout de même quelques travaux dirigés, puisqu'on sait que le Premier ministre a autorisé la tenue de quelques travaux dirigés? Bien, en effet, alors nous étions, on va dire, un petit peu préparés suite déjà à la première vague, déjà à être en mesure et surtout en capacité de pouvoir garantir cette continuité pédagogique. Donc nous avions d'ores et déjà aménagé nos plannings sur tout ce sur tout ce qui était cours théoriques, de manière à ce qu'ils puissent être effectivement dispensés en distanciel. Et ce, de la fin du premier confinement jusqu'à la fin de ce confinement et jusqu'au début de celui-ci. Et effectivement, suite aux annonces du Premier ministre, nous avons la possibilité de pouvoir dispenser des cours techniques en présentiel, bien évidemment en mesurant les jauges. Donc il est évident que sur les plateaux, s'il s'agit tant du spectacle vivant, mais également notre plateau radio, télévision, eh bien nous conservons la distanciation sociale, les gestes barrières, tout un nombre d'ustensiles destinés à faire en sorte que effectivement la sécurité et l'hygiène soient bien respectées, et bien sûr en limitant toujours le nombre d'étudiants par travaux dirigés ou par cours pratiques. Des travaux dirigés avec le respect des gestes barrières. Les images que l'on a vues, ce sont des images bien sûr d'archives qui ont été tournées avant cette période de crise sanitaire. C'est pour ça qu'il n'y avait pas forcément de masques. Du côté des STACA, quelles adaptations avez-vous adoptées? Alors, nous, de la même manière, on avait fait une rentrée en présentiel. On avait eu à cœur d'accueillir tous nos étudiants. Assez rapidement, au bout de 3 semaines, on s'est mis en formation hybride de manière à accueillir les étudiants par demi-groupe, 1 jour sur 2. Donc, il y avait déjà pas mal d'équipements et d'investissements qui avaient été faits pour préparer cette phase, ce passage au mode distanciel. Donc, aujourd'hui, évidemment, on est en 100% distanciel. On a alors nous, c'est vrai que sans doute c'est moins difficile qu'à 3IS. On a quand même beaucoup de cours qui peuvent être faits en ligne de manière satisfaisante. Même certains TP, par exemple les TP d'électronique, de modélisation, on met à disposition les logiciels pour les étudiants, ils peuvent les faire en ligne. Par contre, évidemment, nous, c'est la question des TP expérimentaux, tout ce qui est mécanique, physique, qui là, pour le coup, ont besoin de matériaux spécifiques. Donc là, on a fait des demandes de dérogation. Donc il y a le processus, c'est qu'on demande une dérogation au rectorat et qui va nous accorder, on l'espère, des dérogations pour pouvoir accueillir les étudiants en petits groupes pour ces TP-là. Christelle Munoz, Catherine Forvet parlait de moyens mis en place. Est-ce qu'il a été difficile de s'adapter? Vous l'avez dit toutes les deux, l'adaptation s'est faite dans vos deux écoles. Est-ce que ça a été difficile à mettre en place? C'est jamais simple. Le 3IS, c'est 1500 étudiants en simultané qui travaillent effectivement sur des métiers où le contact et où la manipulation est importante. Ça représente 70% quasiment de leurs enseignements. Donc il est évident que ça nécessite derrière une mécanique à la fois dans la gestion des plannings, à la fois dans la gestion de tout ce qui va être, comme je le disais tout à l'heure, ustensiles de sécurité, et effectivement d'adaptation à la fois des locaux, de la circulation, du matériel, etc., etc. Maintenant, on a été quand même assez préparé, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la première vague, pour effectivement bien anticiper, tout en maintenant nos rentrées également, nous aussi en présentiel. C'était important, ce contact est quand même très important, et surtout renforcer en tout cas ce lien qui est quand même très important, le lien social, parce que nous intégrons chaque année des jeunes qui sont primo-entrants et qui sortent du bac, qui arrivent dans un univers qui est un univers nouveau, où ils vont travailler sur des savoirs qui sont des savoirs très techniques. Donc il est important malgré tout d'avoir ce contact avec eux. Donc les rentrées étaient très importantes pour nous en présentiel, et effectivement la mise en place du distanciel a été, on va dire, assez aisée parce qu'on avait déjà vécu ce premier confinement, et là de façon beaucoup plus lourde, puisqu'effectivement là il n'était pas du tout toléré la possibilité de pouvoir dispenser des enseignements techniques. Très rapidement, il nous reste 40 secondes, un petit tour d'écran interposé. Est-ce que cette période va maintenant vous pousser à réfléchir à l'avenir? Est-ce que ça va faire évoluer les méthodes de pédagogie, ou vous comptez revenir en 100% présentiel une fois que cette crise sera derrière nous? Catherine Forveille.
Alors, je pense que les choses avaient déjà évolué en amont, hein. Chez nous, on avait un centre d'innovation pédagogique qui travaillait déjà à la mise en place de QCM en ligne, de vidéos en ligne. Il y avait déjà des outils qui avaient été développés. Évidemment, ça a donné un coup de boost. Et donc, évidemment, je pense que ça va faire évoluer certaines pratiques, mais évidemment, le présentiel reste très important pour l'essentiel des cours, mais avec une ouverture, effectivement, et on a sans doute progressé plus rapidement qu'on ne l'aurait fait sans confinement. Christelle Munoz, très rapidement. Eh bien, je pense qu'en tout cas, cette crise nous apprend l'agilité dont il faut dont il faut savoir faire preuve, notamment dans le secteur de l'enseignement et aussi nous dans le secteur de l'audiovisuel. Donc, je pense qu'elle est porteuse de leçons et que quoi qu'il en soit, oui, le distanciel est important et est à intégrer bien évidemment dans nos modalités pédagogiques, mais le présentiel demeure malgré tout extrêmement important. À la fois pour ce lien social qui est quand même très important. C'est quand même des métiers où il est important de se côtoyer, où il est important d'échanger. Donc, mais malgré tout, je pense qu'il faut aussi savoir s'adapter et que le distanciel a quand même toute sa place dans l'enseignement. Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Christelle Munoz pour 3IS et Catherine Forveille pour les STACA. Au revoir. A l'inverse, que ce soit dans les écoles maternelles, primaires, au collège et au lycée, les cours peuvent se poursuivre dans un cadre normal, mais avec un protocole sanitaire renforcé, protocole jugé pourtant insuffisant par plusieurs professeurs. Ce jeudi, un mouvement de grève a touché plusieurs collèges et lycées du secteur du Mantois. Ils ont débrayé des enseignants qui dénoncent de mauvaises conditions sanitaires, l'absence de gel hydroalcoolique, des classes bondées. Ces grévistes demandent à l'Éducation nationale de pouvoir accueillir les élèves davantage en demi-groupe. Et du côté du collège de la Vaucouleurs à Mantes-la-Ville, une opération collège mort est prévue demain vendredi. Le ton est même monté, notamment du côté des lycées de Mantes-la-Jolie où il y avait plusieurs blocus lycéens. Une barricade enflammée sur la route à proximité du lycée Rostand. À Saint-Exupéry, 200 lycéens menaient un mouvement pacifiste depuis le début de la semaine pour protester contre le protocole sanitaire. Mais des perturbateurs sont venus envenimer le mouvement, cherchant l'affrontement avec les forces de l'ordre. Plusieurs échauffourées ont eu lieu, des jets de projectiles. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Et les affrontements se sont poursuivis ensuite dans le quartier du Val-Fouré. En novembre, c'est l'occasion de se lancer un défi. C'est le mois sans tabac. 4 semaines pour arrêter de fumer avec l'aide de tabacologues, d'un kit, de e-coaching et d'une communauté très développée. L'année dernière, plus de 30 000 franciliens s'étaient inscrits au défi. Interview express avec Mélanie Poquet. C'est un challenge collectif national lancé depuis 2016. C'est une initiative du ministère des Solidarités et de la Santé en partenariat avec l'assurance maladie et Santé publique France. Donc voilà, ce challenge invite toutes les personnes qui le souhaitent à arrêter de fumer pendant un mois tous ensemble. Un mois, c'est 5 fois plus de chances de réussir son sevrage tabagique par la suite. Si y avait éventuellement rechute, au moins vous aurez pu prendre conscience que vous êtes capable de vous passer de certaines cigarettes ou de toutes les cigarettes. Donc plus de réussite pour une prochaine tentative. Ce qu'on a pu constater lors du premier confinement, c'est que ça a aussi été une période propice au changement de comportement individuel. Nous avons fort à parier que toute la solidarité et les encouragements au quotidien, par exemple sur la communauté Facebook, n'en seront que plus présents et renforcés cette année. Donc profitez-en pour aller y trouver toute la motivation et le soutien dont vous avez besoin. Dans l'actualité également, l'Île-de-France présentait ce matin son nouveau plan de mobilisation pour l'emploi. Vous le savez, le chômage a explosé depuis le début de la crise sanitaire. Et l'objectif, soutenir environ 790 000 demandeurs d'emploi de la région, avec une difficulté cette année, je vous le disais, celle de cette crise sanitaire. Les précisions de Célia Gatsongo. Pour accélérer le retour à l'embauche des demandeurs d'emploi d'Île-de-France, la région a proposé plusieurs actions. Sur le territoire francilien, des secteurs en tension ont besoin d'employés comme ceux de la santé et de la sécurité. Et pour que ces secteurs deviennent plus attractifs et que ces formations deviennent plus attractives, nous avons décidé de verser une prime supplémentaire de 1 000 € qui va s'ajouter aux rémunérations habituelles des stagiaires de la formation professionnelle.
Ces formations sont à retrouver sur l'application Oriane Form Pro ou sur le site oriane.info. Et pour les jeunes demandeurs d'emploi, beaucoup sont freinés dans leur recherche car ils n'ont pas le permis de conduire. La région va donc leur proposer une aide. Nous estimons qu'il y a près de 60 000 jeunes en insertion en Île-de-France qui pourraient bénéficier de cette aide pour passer leur permis de conduire, une aide de 1 300 € qui correspond au prix moyen d'un permis de conduire. 10 000 places de formation en e-learning seront également proposées dans les métiers qui recrutent, notamment dans le domaine du numérique. La région reçoit des crédits du PRIC, Plan régional d'investissement dans les compétences. Elle voudrait les mobiliser pour 2 situations différentes qui ne sont pas encore débloquées. Qu'on puisse mobiliser aussi le PRIC, je l'ai demandé à Elisabeth Borne, pour les salariés qui envisagent une reconversion professionnelle parce que leur emploi est menacé. On a la possibilité de maintenir dans des classes théoriques des apprentis qui ne trouvent pas employeur pour un certain laps de temps, mais ce n'est pas forcément suffisant. Et donc nous aimerions pouvoir mobiliser le PRIC pour pouvoir faire des formations complémentaires. De nouveaux campus des métiers et de qualifications seront également ouverts très prochainement dans le Val-de-Marne et dans le Val-d'Oise pour renforcer les filières santé et sécurité. C'est l'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines. Le Ski Cube a lancé sa nouvelle campagne d'appel à candidature destinée aux startups. Si vous êtes porteur d'un projet innovant, vous pouvez candidater pour intégrer la structure en 2021, un lieu avec plusieurs nouveautés. On fait le point avec Nicolas Dandry. L'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines va rentrer dans sa 4e année d'existence. Depuis 2017, le Ski Cube a accueilli 41 porteurs de projets qui ont abouti à la création de 16 startups. Un bilan plutôt positif pour Alexandra Rosetti, la vice-présidente en charge du développement économique à Saint-Quentin en Yvelines. C'est jamais simple de lancer une start-up. Donc quand on a quand même quelques réussites, que ça aboutit, on est plutôt content de ces chiffres-là. Et le Ski Cube rentre dans une seconde phase de développement avec de nouveaux services proposés. D'abord, le développement et l'approfondissement des expertises apportées aux startups accueillies et ensuite le renforcement du programme d'accélération. On écoute à nouveau Alexandra Rosetti qui nous détaille ces dispositifs. C'est un accompagnement plus poussé en matière juridique, en matière ressources humaines, en matière financière, c'est-à-dire qu'on va faire appel à un éventail d'intervenants extérieurs un petit peu plus poussés pour être techniquement plus précis, on va dire. L'autre volet, c'est l'accélérateur. Qui lui va nous permettre d'accompagner des entreprises qui sont créées et qui sont déjà maintenant sur une vraie dynamique, mais qui ont besoin d'être soutenues en termes de développement commercial, en termes de relations commerciales, voire même en arrivant à se tourner vers l'étranger. Autre nouveauté, le Ski Cube souhaite aussi s'ouvrir aux startups étrangères. L'objectif de cette seconde phase, permettre le développement de 20 startups par an. Et ça commence dès maintenant avec la nouvelle campagne d'appel à candidature lancée le lundi 2 novembre. Si vous avez un projet que vous souhaitez le développer en vous installant au Ski Cube pour bénéficier des accompagnements, eh bien, vous devez vous rendre sur ce site internet. Vous pourrez télécharger le document de candidature, remplir les différentes informations demandées et vous avez jusqu'au 3 décembre 2020. L'entreprise dont nous allons parler maintenant, elle, est installée dans l'Accélère. C'est le centre d'innovation du groupe Air Liquide au Loge-en-Josas. Son activité, la production de diamants de synthèse. Ses clients sont notamment saint-quentinois. Regardez ce reportage de Nicolas Dandry. Ce sont des diamants créés en laboratoire de différentes couleurs, des recettes d'Alix Jiquel. Ce jour-là, elle présente ses différentes créations à Cécile Darocha, dirigeante d'une start-up implantée à Montigny-le-Bretonneux. Jeannaro, c'est une marque de joaillerie responsable. On crée des bijoux uniques, intemporels, éthiques et durables. On s'est intéressé du coup aux diamants créés en laboratoire. Pour se fournir, Cécile Darocha se tourne vers cette société de production de diamants de synthèse en laboratoire. Créée en 2016, elle vient de s'installer dans l'accélérateur d'Air Liquide au Loge-en-Josas. C'est le démarrage de la pré-industrialisation. Objectif pour l'année prochaine, produire 1500 carats de diamants de synthèse grâce à ces 6 réacteurs en installation. On part d'un petit germe de diamant qui est monocristallin. On le met dans un réacteur à plasma. On va introduire des gaz, de l'hydrogène moléculaire et on va introduire du méthane.
On va envoyer des micro-ondes et les micro-ondes vont créer une décharge électrique dans ce gaz et on va donc avoir une production d'atomes de carbone dans le milieu gazeux. Ces atomes de carbone vont permettre la formation du diamant à partir du germe. Ils ressortent sous cette forme-là. Le premier, c'est un diamant brut qui sort du réacteur comme ça. Au milieu, il y a le monocristal et autour, il y a ce qu'on appelle le polycristallin qui est noir. On prend le laser de découpe et on corse, on détourne pour sortir le monocristal. Ensuite, on l'envoie chez un tailleur et le tailleur fait des merveilles comme le petit diamant qui est à côté, le coussin brillant, qui est champagne. Sur le long terme, pour cette société, l'objectif est de produire 8000 carats sur différentes plateformes de production. Et puis dans un instant, la rédaction de TV78 vous propose un nouveau rendez-vous. Si on rentrait, l'émission qui vous occupe pendant ce nouveau confinement, une bonne dose de sourire en cette période difficile. À chaque rendez-vous, ces idées pour se restaurer, se dépenser, se cultiver, se divertir et aussi apprendre de nouvelles astuces, le tout chez vous, car c'est important, il faut rester un maximum chez vous. Si on rentrait, le rendez-vous de la rédaction proposé tous les jeudis soirs du confinement en direct à 18h30 ou en replay sur tv78.com. Voilà, c'est la fin de cette émission, de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée à tous avec TV78.